Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble GitHub Copilot. Vous avez été plutôt nombreux à me demander mon avis et je me suis dit que faire une vidéo serait plus simple que de répondre à chaque personne individuellement. Alors pour ceux qui auraient loupé l'engouement autour de ce truc-là, GitHub Copilot, c'est un assistant qui est basé sur une intelligence artificielle et OpenAI qui va vous proposer des suggestions de code au fur et à mesure que vous tapez. Donc cette intelligence a été entraînée sur le code open source qui est disponible sur GitHub. Et c'est là que se situe, à mon sens, déjà le premier problème. Parce que GitHub a scanné du code qui est certes open source, mais ce code n'est pas nécessairement libre. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser, que ce soit pour des fins commerciales ou même des fins non commerciales. Alors quand on lit les termes de service de GitHub, on comprend qu'ils ont le droit de prendre le code et de l'utiliser pour la recherche, l'indexation et tout ça. Par contre, ils stipulent clairement que la licence ne permet pas le droit de vendre votre contenu. Et on peut se poser la question, est-ce que finalement une intelligence artificielle qui a été entraînée avec du code propriétaire, même si derrière elle ne ressort pas exactement ce même code, elle a le droit d'utiliser ce code propriétaire. Donc ça pose à mon sens un problème à la fois d'un point de vue légal et aussi d'un point de vue éthique. L'autre souci, à mon sens, c'est dans la partie télémétrie, parce que ce que va faire GitHub Copilot, c'est pour vous proposer des suggestions, ils vont envoyer un morceau de votre code au serveur. Et ensuite, ils vont aussi envoyer un morceau de votre code pour savoir si vous avez accepté ou refusé. On notera que dans la description, en tout cas actuelle, il n'utilise pas le code que vous écrivez au fur et à mesure pour entraîner cette IA. Il reste quand même juste là pour la télémétrie. Ce qui me gêne, c'est que finalement, si vous faites un copier-coller un peu foireux ou vous modifiez un point .env avec Copilot activé, vous pourriez avoir votre fichier qui se retrouverait sur leur serveur de télémétrie. Même s'il vous dit que c'est sécurisé ou quoi que ce soit, il y a forcément un ingénieur à un moment donné qui a accès. Donc ça veut dire que potentiellement, ces clés qui seraient envoyées sur ce serveur-là pourraient être compromises. Donc ça, cette perspective n'est pas tip-top. Il faut savoir que d'autres services, comme Tabnine par exemple, ont un modèle qui fonctionne en local pour éviter ce genre de problème. Donc c'est tout à fait possible de résoudre ce souci-là. Alors, en dehors de ces problèmes-là éthiques et légaux, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment ça fonctionne dans un cas réel. Donc, on va prendre des codes assez génériques. J'ai un peu de CSS, un peu d'HTML, du JS et du PHP. Ça vous permettra de voir comment ça fonctionne et après, je vous donnerai mon avis, ma conclusion dessus. Donc, je vous mettrai le timestamp si vous êtes intéressé juste par mon avis. Alors, on va commencer par l'HTML et on va s'imaginer que l'on crée un portfolio. Donc ici, j'ai mis une page HTML avec marqué portfolio de Jonathan Boyer. Donc là en bas, Copilot est activé. Il faut savoir qu'on peut le désactiver soit globalement, et dans ce cas-là, il ne se déclenchera pas du tout, soit en fonction du fichier. Donc ça peut être intéressant, dans le cadre de .env par exemple, de pouvoir le désactiver spécifiquement. Autre détail, il ne se base que sur le contexte du fichier. Ça c'est très important, il ne va pas analyser l'entièreté de votre projet pour vous proposer des suggestions, il ne se base que sur le fichier. Donc là ici, moi j'ai mis un peu de Bootstrap et j'ai mis portfolio de Jonathan Boyer, ce qui fait qu'il a mon nom et il sait que je veux faire un portfolio. Donc d'abord, je vais commencer par une petite en tête avec une navigation. Donc par défaut, il veut tout de suite mettre un container. On voit qu'il a été entraîné sur du Bootstrap. Donc moi, je crée un header et dedans, il veut créer une navbar. Donc là, il me propose effectivement la navbar par défaut, puis un container fluid. Alors moi, je vais aller sur une structure un peu plus simple, je vais mettre simplement des liens. Donc je vais mettre un lien vers la page d'accueil et on va l'appeler home et on va mettre accueil. Ensuite, je vais à la ligne et là, il me propose un lien vers portfolio. Donc il l'autocomplète en trouvant que ici, j'ai mis une encre, puis j'ai mis du texte, donc il me repropose la même chose. Alors, moi, je vais mettre réalisation, donc ça va être works, et ensuite réalisation. Donc là, je fais encore un tab, et il me propose un lien vers contact. Impeccable. J'appuie sur tab pour accepter. Donc je ferme ma navigation, et maintenant, on va créer vraiment notre contenu. Donc je vais, un petit peu plus bas, je vais avoir un élément qui a effectivement main, et tout de suite, il me propose un container. Non, il est vraiment à fond sur Bootstrap. Alors moi, on va plutôt créer une section. Dès que je crée cette section, il me propose encore une fois la classe container. Moi, je lui dis non, c'est un ID. Donc, je mets l'ID home. Il comprend que dans mon menu, j'ai une encre qui s'appelle home et il me propose de mettre home. Après, il me propose un H1 avec marqué mon portfolio. J'appuie sur tab, je vais à la ligne, il me propose un paragraphe et il m'écrit aussi mon portfolio. J'ai rien à faire. C'est génial, hein? Hop. Après, on imagine une autre section. Donc, il devine que j'ai une encre works après l'encre home. Donc, il me propose une section qui a l'ID works et il va me proposer un H1 qui correspond au nom qu'il y a à l'intérieur. Et là, il veut automatiquement créer des LI. Donc, on le voit, il essaie de compléter un petit peu en fonction des choses, mais ce n'est pas forcément très pertinent ici. Si on continue, hop, voilà ce qu'il fait. Bon, dans tous les cas, nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On veut ensuite créer un formulaire de contact. Donc, je ferme ma section. Il me propose l'ID contact, il me propose un H1 avec contact.
Il me propose ensuite un petit paragraphe, oui pourquoi pas, avec un mail to. Non, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Là, je veux créer un formulaire de contact. Donc je crée un form, je vais laisser l'action par défaut, et on va préciser que ce formulaire-là s'enverra avec la méthode post. Ensuite, quand je vais à la ligne, il me propose automatiquement un form group. Il sait que je travaille avec Bootstrap, donc il me propose form group. Il me propose un label pour le nom, impeccable, et un input de texte avec le name, impeccable. Alors au passage, il n'a pas mis dans ce champ-là le required. Et si je continue à faire de l'autocomplétion, il me proposera l'email avec un input de type email. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas une IA qui vous propose simplement du code qui a été retrouvé sur Internet. Si par exemple ici dans mon form group, je mets un MB2, et si ici je mets un required pour dire que le champ est obligatoire, vous allez voir que dans la prochaine suggestion qu'il va faire, elle va être différente. Il me propose effectivement encore une fois une div qui a la même classe avec le MB2. Bon, il laisse le label comme d'habitude, mais le prochain input qu'il va me proposer aura aussi l'attribut required. Donc il est capable de s'habituer à notre code et de proposer des suggestions plus pertinentes. Donc après, il me propose de mettre un text area pour le message qui est aussi un required, et à l'après, un bouton. Donc vous voyez que là, pour le coup, j'ai juste eu à appuyer sur Tab 2-3 fois et il m'a fait le code à ma place. Donc voilà pour le côté HTML. Concrètement, c'est plutôt étonnant, ça fonctionne plutôt bien, dans la condition que vous ayez déjà un petit peu de code. Parce qu'il va se baser sur le code que vous avez écrit pour définir son propre contexte et vous proposer des suggestions. Le truc qui n'est pas forcément fou, c'est que dans certaines situations, on voit qu'il a pris du code qui provient de différents projets open source et vous pouvez vous retrouver avec des liens ou des liens GitHub ou des liens YouTube vers du contenu de certaines personnes. Donc c'est là où je disais que ça pose peut-être un petit problème dans le sens où il a peut-être pris un peu de contenu qui ne lui appartient pas forcément beaucoup. Alors maintenant, on s'imagine que ce formulaire-là, on veut le traiter côté PHP. Donc on va voir un peu comment se passe l'autocomplétion côté PHP. J'utilise ici Laravel parce que ça va être un peu plus simple, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on va créer un petit contrôleur qui permet de gérer le formulaire de contact. Donc sur PHP, vous allez le voir, il y a un petit détail qui est assez important. Donc par défaut, là, il ne va pas trop avoir de contexte. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'aider. Et dans tous les cas, si vous avez des bonnes pratiques, il faut écrire des commentaires. Donc là, on va mettre display a contact form. Hop, je crée ici ma fonction index, je vais à la ligne, il me propose le crochet et il retourne la vue contact. Et ensuite, il ferme. Impeccable. Par contre, il faut faire très attention avec le code qui est généré. Il ne faut pas lui faire confiance. Si je force les choses, si je crée une nouvelle instance de PDO, on imagine que là, je me connecte à ma base de données. Il va me proposer dans les suggestions de mettre l'attribut en error mode, donc ça c'est très très pertinent, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je lui dis, j'aimerais bien trouver find the post with the ID from the URL. Si je vais à la ligne, voilà ce qu'il me propose. Il me propose quelque chose qui ressemblerait à une requête préparée et franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, si j'écris un commentaire différent, si je l'écris typiquement en français, on va trouver l'article en fonction de l'URL. Et que je fais tab, voilà ce qu'il me propose comme code. Et ça, si vous avez un petit peu d'expérience avec PHP, c'est du très mauvais code parce qu'il n'échappe absolument rien, il ne vérifie pas que getID est défini, et là, vous vous retrouvez typiquement avec une erreur d'injection SQL, et ça peut avoir des conséquences assez importantes sur votre projet. Donc c'est un des problèmes, je trouve, avec l'intelligence artificielle, c'est que le code, il a été entraîné sur tout ce qui est open source sur GitHub. Et le problème, c'est que sur GitHub, on va trouver beaucoup de code qui n'est pas forcément bon. Alors certes, l'IA avec le temps va s'améliorer parce que les gens vont dire ben non, ce code-là, il n'est pas bon, donc je le refuse, et ils vont mettre un peu moins de priorité sur ça, mais à l'heure actuelle, ça peut poser des problèmes. Et ce qui pose problème, c'est que du coup, ça nous rend un petit peu la tâche difficile parce qu'on se retrouve à devoir faire de la review du code qui va être proposé par l'IA. Donc ça veut dire qu'à chaque ligne qui est proposée, il faudra partir du principe que cette ligne n'est pas correcte. Si je continue avec mon exemple de Laravel, on s'imagine que je veux traiter le formulaire. Donc là, on fait handle the contact form and send an email. Hop. J'écris ma fonction. Alors moi, je ne veux pas qu'elle s'appelle send, mais je veux plutôt qu'elle s'appelle store. Donc je crée une fonction store. Là, ce qu'il me propose dans l'autocomplétion, c'est de prendre request en paramètre. Et après, il me propose de faire la validation. Il est plutôt intelligent, effectivement, dans ce qu'il me propose, mais c'est pas du tout comme ça qu'on écrit non plus du code Laravel. Si on écrit du code Laravel, on aurait plutôt tendance à créer notre request qu'on va appeler contact. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler contact request pour pouvoir la différencier plus facilement. Ensuite, ici, on utiliserait notre contact request, hop, qu'on appellerait request, ça à la limite GitHub Copilot peut le deviner.
Et après, bah, il essaie encore une fois de prendre le name, l'email, le message et d'essayer de faire son propre truc. Alors que non, pareil, c'est pas quelque chose que l'on ferait. Ce que l'on ferait normalement, c'est qu'on utiliserait mail, on ferait un to pour l'envoyer à une personne particulière. Donc là, il me propose de faire un config.mailTo, effectivement, et on utiliserait un objet de type mailer pour envoyer l'email. Ça, c'est un code qui est déjà beaucoup plus valide. Mais vous voyez qu'il a fallu guider l'IA pour lui dire ce que l'on veut faire. Et par défaut, on a eu beaucoup de fois des suggestions qui n'étaient pas correctes. Donc ce n'est pas quelque chose qui va venir remplacer l'expertise d'un développeur, mais c'est quelque chose qui va aider à l'autocomplétion. Mais je trouve que le petit inconvénient, c'est que ça génère aussi beaucoup de bruit avec des suggestions qui ne sont pas du tout pertinentes, voire carrément mauvaises. Et ce qu'on ferait après, une fois qu'on a envoyé notre email, c'est qu'on redirigerait. Donc là, il nous propose de faire un redirect back with message. Impeccable, c'est exactement ce que l'on veut faire. Si jamais on est dans du JSON, on voudrait plutôt renvoyer une réponse en JSON. Donc là, si on veut avoir une JSON response, hop, et que j'essaie d'aller à la ligne, là, il va plutôt me faire une réponse en JSON adaptée. Donc encore une fois, il se base vraiment sur le contexte et c'est ça qui est intéressant. Dans mon contact request, si je retire ce code ici, il va deviner qu'on met en général les return true dans l'authorize. Et si je défais ces commentaires-là, il va me proposer de mettre le name en required, l'email en required. Il sait qu'en général, dans les formulaires de contact, on a un subject. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas. Mais si vous passez ici, vous pouvez avoir d'autres suggestions. Et là, il y a notre suggestion, on a un message. Voilà. Et là, hop, il a créé ce code-là. Là, concrètement, il a mis le minimum. En vrai, il faudrait peut-être spécifier une taille minimale pour le nom et tout ça, mais c'est déjà pas mal parce qu'il a compris qu'on était sur un formulaire de contact et qu'en général, les gens qui écrivent un contact request ont tel ou tel champ et ils proposent la suggestion en fonction. Et c'est quand même très, très, très impressionnant et c'est très pertinent. Et voilà comment on aurait notre système de formulaire. Maintenant, on va le tester rapidement sur du JS. Donc, j'ai ici créé un nouveau fichier JS et j'aimerais bien gérer l'envoi du formulaire en Ajax. Donc, on va lui dire... au niveau de notre index.html, on va mettre un ID sur notre forme. Donc ID égale contact-form. Et on va mettre un petit commentaire pour le guider. Donc on va lui dire ici send the contact form using Ajax. Donc par défaut, voilà ce qu'il propose si je le laisse un petit peu faire. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Il a été entraîné sur du code jQuery. Donc nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on veut plutôt le faire classiquement. Donc je vais lui dire de faire plutôt un document.querySelector ou getElementById et je vais sélectionner l'élément qui a l'ID contactForm. Il devine que j'essaie de soumettre un formulaire, donc il me rajoute un addEventListener. Impeccable. J'appuie sur Tab et voilà le code qu'il me propose. Là encore une fois, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il a été entraîné sur du code qui est assez vieux parce qu'on a des var et ensuite on a du XHR avec du XML HTTP request, chose que je n'ai pas vue depuis un petit moment. Par contre, si je commence à utiliser des choses qui sont en ES6, vous allez voir que les suggestions vont être différentes. Premièrement, je vais spécifier que la fonction est asynchrone. Je vais faire un e.preventDefault. Donc ça, c'est ce qu'on fait toujours. Et ensuite, je crée une constante form et je vais sauvegarder mon form en faisant un e.target. J'appuie maintenant sur Entrée. Donc il me propose de sauvegarder les datas. OK. Et ensuite, il me propose de faire un fetch. Donc, il a vu ici qu'on écrivait const. D'après son analyse, il a dû comprendre qu'on est plutôt dans du code ES6. Le code ES6 qu'il a analysé, c'est plutôt du code qui utilise fetch. Et là, il me propose de faire un fetch. Donc, on va le laisser faire ses suggestions. Donc, il me propose de faire un formulaire. Et voilà tout le code qu'il met. Alors, là, c'est un petit peu violent. Mais on va appuyer sur Tab. Au niveau de cette méthode, il n'a pas tort. Sauf que nous, on va faire un form.getAttribute. Et on va récupérer directement l'attribut méthode. Ensuite, on va préciser aussi que dans ce que l'on accepte au niveau des entêtes, nous, le content type, on s'en fiche, il va le mettre par défaut correctement vu qu'on envoie un form data. Par contre, c'est plutôt l'entête accept, où là, on va mettre du JSON parce qu'on attend du JSON. Et on voit qu'il me propose effectivement application/JSON. Ensuite, il fait un await de response.json, et là, c'est pas très bon. Nous, on veut déjà vérifier que est-ce que la réponse est bonne. Donc, on va mettre une petite condition. Alors, je vérifie juste, là, il y a des petits problèmes avec les accolades et les parenthèses. Ça, par contre, il n'est pas capable encore d'auto-corriger. C'est vrai qu'une IA qui serait capable d'auto-balancer les parenthèses, ça me plairait bien. Donc ici, il propose de faire un response.json. Si je voudrais le guider, je pourrais le faire avec un commentaire. Je pourrais lui dire ici, if the response is OK, then display a success message.
Mais le problème en faisant ça, c'est que finalement, je suis en train d'écrire des lignes pour décrire le code que je vais ensuite écrire plus tard, qui se décrit lui-même par le code. Ce commentaire-là ne sert absolument à rien. On lit ce code-là et on comprend ce que ça fait. Donc le petit inconvénient que ça peut avoir avec cette IA, c'est que par manque de contexte, on peut être tenté de très rapidement mettre des commentaires et ces commentaires ne seront pas très pertinents. L'autre exemple, c'est que lorsque le formulaire est soumis ici, on veut désactiver le bouton. Donc on devrait dire ici « Disable the button from the form ». Et là, il nous proposerait cette suggestion-là. Et c'est pas très logique en fait, parce que on a plus vite fait de faire un form.querySelector, de trouver le bouton, et là peut-être il va me proposer des suggestions. Donc là, hop, on va sauvegarder ça dans une variable. On part du principe qu'il y aura toujours un bouton, et là il me propose effectivement de faire un disabled, et il me propose de changer le inner HTML. Peut-être je pourrais garder le original text, donc on va faire un const button text, et j'imagine que là il va comprendre ce que je cherche à faire. Voilà. Donc maintenant, on va gérer la réponse. Donc on va vérifier est-ce que la réponse est bonne. Donc on fait juste un if, et dans les suggestions qu'il fait, il met ce code-là. Il dit si le response.statut est différent de 200. Là encore une fois, il a dû être entraîné sur du code qui n'est pas terrible, parce que au niveau de response, on a une propriété OK qui est beaucoup plus simple en fait, qui permet de dire si la réponse est OK. Donc si la réponse n'est pas OK, ce que l'on veut faire, c'est afficher les différents messages d'erreur en dessous des champs. Donc là, pareil, on va lui dire je veux créer une constante errors et je vais faire un await de response.json. Et sur ce response.json, je sais que je vais avoir une clé errors qui est un objet qui contiendrait les clés qui ressemblerait à ça. On aurait name de point avec un tableau email invalide et ce genre de choses. Donc maintenant, on va parcourir l'ensemble de ces règles. Donc là, il me propose de faire un for avec un in. Ensuite, il me propose de faire un const error égale l'erreur qui correspond à ce champ. Il me propose de faire un input et de trouver le champ qui correspond au nom que l'on a, impeccable. Il rajoute un isInvalid sur le champ. Il rajoute des attributs ARIA-invalid, described by invalid feedback, et ensuite il met l'erreur. Moi, cette ligne-là, elle ne me correspond pas vraiment. Et pareil, celle-là, bon, elle n'est pas très pertinente. Maintenant, j'ai envie d'afficher l'erreur sous le champ. Donc je vais écrire un petit commentaire et on va mettre display the error under the field, the input. Il crée une div qui s'appelle error message, il rajoute la classe isError, il met le inner HTML qui est l'erreur, et ensuite il prend le parent node de l'input, parce qu'effectivement on est dans un form group, et il rajoute le error message. C'est presque juste, si ce n'est qu'on pourrait aujourd'hui utiliser un insert adjacent element et utiliser plutôt le after end. Voilà. Mais dès que je l'ai piloté un petit peu plus, il m'a proposé une suggestion qui était pertinente. Maintenant, on va lui demander de masquer le champ lorsqu'on focus de masquer l'erreur. Donc on fait remove the message, the error message, when the input is focused. Je fais un petit tab, il rajoute un input.addEventListenerFocus, il me propose de faire un error message.remove, impeccable, et ensuite, je vais lui dire de ne faire ça qu'une seule fois. Donc là, en troisième paramètre, je vais mettre un objet onSaTrue. Donc à chaque fois, les suggestions qui sont faites, quand je commence à taper des choses et que je commence à montrer un début de contexte, là c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant, il est quand même très pertinent. Hop, là, est-ce que j'ai pas fait des erreurs avec les parenthèses? Oui. Oui, c'est que ça, je crois que c'est une fonction, donc il faut fermer. Alors ce qu'on a fait, c'est que là on a géré les erreurs, effectivement. Dans le cas où on a une réponse qui est bonne, ce qu'on veut faire, c'est afficher un message sur le formulaire. Donc là on va mettre display a success message above the form. Donc il me propose de créer une div. Cette div, il me propose de rajouter un isSuccess et de mettre your message has been sent et de l'insérer. Et il a deviné que j'avais utilisé insert adjacent element, donc maintenant il aura plutôt tendance à utiliser insert adjacent element. Par contre, bon là en vrai la suggestion elle est presque bonne, si ce n'est que là, moi je vais plutôt créer un const message et je vais faire un await de response.json. Et dans ce JSON, ce que j'avais proposé au niveau du contact.controller, c'est message. Donc moi je vais récupérer ici le message. Voilà, comme ça maintenant, dans la suggestion qu'il va faire, il va utiliser cette variable-là à la place de ce qu'il mettait à l'avant. Et voilà. Et après, on pourrait lui dire, remove the success message after a few seconds, et il va créer tout seul un timeout qui va remove les trucs au bout de 3 secondes.
Et si vous mettez, par exemple, after 3 secondes, enfin, on va plutôt mettre 4 secondes, ben là, il va adapter le timeout pour mettre 4 à la place. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il comprend les commentaires en français. Par contre, petit détail, donc là, on va mettre supprime le message après 6 secondes. Il fait un set timeout et ensuite il remove. Et si je lui demande, il mettra 6 secondes. Par contre, dans mes essais que j'ai pu faire, j'ai trouvé... Alors je sais que ça va pas faire plaisir, mais j'ai trouvé que quand les commentaires étaient en français, j'avais tendance à avoir du code qui n'était pas forcément bon. Sûrement parce qu'on a beaucoup de gens qui apprennent et qui écrivent le code en français, alors que pour le code en anglais, c'est plus des librairies open source, donc plus développé. C'est ma théorie, mais j'ai remarqué que dès que les commentaires étaient en français, on avait du code qui était de moins bonne qualité. Donc ça a aussi une influence. La manière d'écrire les commentaires et même le wording qui est utilisé pour les commentaires est pertinent. Et là où c'est aussi pas mal, c'est que si je vais à la ligne ici, il va me proposer de défaire ce qu'il avait fait au-dessus. Donc par exemple, il va me proposer de remettre le texte du bouton par défaut. Il va me proposer de réactiver le bouton en mettant un disable à false. Et il va s'arrêter là. Mais je peux lui dire de, par exemple, reset le formulaire. Donc je vais faire un form et il va me proposer automatiquement de reset. Et pareil, on avait peut-être un set attribute ici au niveau du aria invalid. Et ici, dans mon add event listener, si je lui dis de faire un input, hop, il va me proposer de supprimer la classe invalid et aussi de supprimer l'attribut aria invalid qu'il a mis là. Souvent, il comprend en fait que quand vous êtes un peu plus loin dans le code et que vous avez au-dessus du code qui fait quelque chose, il sait que très souvent, on veut défaire le code qu'il y avait en dessous. Et c'est pour ça qu'il propose ça. Donc vous le voyez là, clairement, c'est quand même assez impressionnant en termes de suggestions. Il est capable de faire très bien les choses en se basant sur votre contexte. Par contre, il va être beaucoup moins efficace dans des situations spécifiques. Alors je vais vous donner un exemple qui est assez symptomatique à mon sens. C'est, imaginons, vous travaillez avec React. Donc on va faire un hook qui s'appelle useToggle. Donc c'est un hook qui permet de faire ou défaire une valeur. Et là, je vais importer React et je vais importer le hook useState parce que je sais que je vais en avoir besoin. Et j'importe ça depuis React. Et ensuite, je crée mon hook en expliquant ce qu'il fait. Donc on va mettre ici hook, React hook, that toggle boolean between true and false. Donc déjà dans l'autocomplétion des commentaires, c'est quand même pas mal, hein, ça incite à faire plus de commentaires. Donc il exporte par défaut. Moi, j'aime pas trop les exports par défaut, donc on va exporter carrément manuellement un useToggle et on va prendre une initial value. Je vais l'aider un petit peu en lui disant que la valeur initiale ici, le paramètre, hop, initial value, c'est un booléen. Donc ça, c'est toujours important de bien commenter les choses, copilote ou pas copilote d'ailleurs. Donc je vais à la ligne et voilà le code qu'il me propose. Donc là, concrètement, il ne me propose pas un code qui est tip-top. Alors il a raison sur cette partie-là, donc ça on va la garder. Et ensuite, je vais créer ma constante qui va être toggle, qui permet de toggle entre deux valeurs. Et voilà ce qu'il me propose. Il me propose de faire un set value différent. Le souci, c'est que quelqu'un qui a pas mal d'expérience avec React sait que créer un callback qui finalement va être régénéré à chaque render, c'est pas optimal, surtout si derrière on veut mémoriser des composants. Donc là, ce que j'aurais tendance à faire, c'est importer useCallback. On va voir si déjà l'import de useCallback lui donne un indice. Et voilà ce qu'il fait. Ce code qui est proposé, il est absolument pas bon parce qu'il fait un set value. Il dit que set value est dépendant, donc ça c'est... Bon, je peux être d'accord, mais c'est pas pertinent parce que set value est un setter qui ne change jamais. Et ensuite, il ne précise pas que la dépendance de ce useCallback est value, alors qu'il l'utilise dans ce callback-là. C'est pas du tout du bon code. Quelqu'un qui a plus d'expérience aura plutôt tendance à écrire qu'on a un useCallback qui n'a pas de dépendance, ou à la limite, on peut mettre set value, mais c'est pas du tout pertinent. Et ensuite, on va lui dire qu'on fera un set value en mettant que V est différent de V. Comme ça, on a un callback qui ne dépend pas de la valeur depuis l'extérieur et qui ne changera jamais. Et à la fin, on peut retourner ça. Et là, par contre, il arrive à autocompléter les choses. Mais vous voyez que dans toutes les propositions qu'il a faites, c'est des propositions qui ont un problème. Et si vous n'avez pas une expérience suffisante avec le langage, ça peut être problématique et c'est gênant. Mais de manière plus générale, c'est ce que je vous disais aussi avec PDO ou avec d'autres trucs, c'est que finalement cette IA change un petit peu notre manière de développer. Et plutôt que de devoir écrire du code et de commencer à écrire la logique, le risque qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec une position de review. C'est-à-dire que l'IA va nous proposer du code et notre rôle à nous, ça va être de faire de la review et de vérifier que le code qui est proposé par l'IA est juste. Et ça pose un problème parce que déjà, ça fait perdre du temps.
et d'autre part, ça peut être assez rapidement source de bugs. Un autre exemple que j'avais fait, c'est que je voulais entourer chaque mot que j'ai dans un élément de span. Donc là, on va mettre wrap each word with spans. With span. Ouais, voilà, on va le laisser comme ça. Donc là, j'explique ce que je veux faire et je vais lui dire j'aurai un paramètre qui sera de type HTML element et qui sera l'élément. Donc il va me proposer automatiquement un nom de fonction. Donc on va l'appeler wrapWords, on s'en fiche. Là, par défaut, il va me proposer un code qui, bon, à première vue, semble juste, mais si on le tourne un peu différemment, si par exemple, hop, je lui dis là, je crée une constante texte qui est égale à du vide, voilà ce qu'il va me proposer sur la suite. Il va me proposer de faire un truc qui ressemble à ça. Et on a vite fait d'accepter ce code sans forcément trop regarder. Mais ce qui se passe, c'est que là, il voit qu'il y a une constante texte et ensuite il réassigne une valeur. Et ce code-là ne fonctionnera jamais au niveau de votre page. Donc il y a pas mal d'endroits où il peut laisser des petites erreurs très très subtiles qui n'est pas forcément évident de capturer quand on fait de la review. Et c'est ça qui me gêne un petit peu avec Copilot. Alors maintenant, d'un point de vue général, je trouve que quand même l'outil, même si c'est en technical preview, est quand même assez impressionnant sur du code qui est populaire. Donc sur du JavaScript, du PHP, j'imagine aussi sur du Python ou sur du code qui est très présent sur GitHub, où il a pu vraiment s'entraîner avec beaucoup de code. Ça reste quand même assez bluffant, surtout quand vous commencez à écrire des commentaires et que vous voyez le code se dérouler devant vos yeux. Par contre, dès lors que vous utilisez des choses un petit peu moins populaires, des frameworks JavaScript assez récents ou des trucs un peu particuliers, là, c'est vrai qu'il a tendance à se prendre les pieds dans le tapis, hein, il ne peut pas non plus être super intelligent à ce niveau-là. Mais techniquement, c'est assez cool. Par contre, c'est vrai que plus généralement, je ne suis pas forcément fan de la tendance que ça peut amener, où on se retrouve à devoir faire de la review à longueur de journée, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez épuisant mentalement et pour lequel on peut laisser pas mal d'erreurs passer. Donc vous l'avez vu avec PDO et aussi notre exemple en JavaScript, ça peut générer à de nombreuses reprises des petites erreurs et ça peut être très rapidement un petit peu pénible et nous faire perdre le temps qu'on aurait gagné avec cette IA-là. Enfin, le dernier problème, c'est de voir un petit peu ce qu'ils en font. Est-ce que ça va être un service qui va être payant comme Tabnine? Est-ce que c'est un service qui va être réservé à un éditeur propriétaire qu'ils créeront plus tard? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être intégré dans les offres GitHub? On ne sait pas encore comment va être utilisé ce service-là et en fonction de quoi ça peut être plus ou moins intéressant. Si c'est quelque chose qui coûte 10 ou 15 euros par mois, je ne suis pas sûr que ça motive grand monde. Et en plus, je ne serais pas forcément fan de l'idée de me dire qu'il a analysé une partie de mon code pour ensuite générer un service qui est payant. Ce n'est pas non plus une très bonne perspective. Mais concrètement, je pense que ça peut ouvrir des pistes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'analyse du code, ce qui serait intéressant. Et je sais que d'autres services proposent déjà de faire ça, comme Tabnine que j'ai cité plus haut, mais avoir un système qui serait capable d'analyser mon code en particulier, d'avoir un modèle qui serait un petit peu plus entraîné sur mon code à moi et qui ne se connecterait pas en ligne et qui serait capable de proposer des suggestions aussi pertinentes que celles qu'ils proposent à l'heure actuelle, ça, clairement, ça m'intéresserait. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce que peut être Copilot. Ça vous aura rassuré aussi sur le fait que ça va, notre métier n'est pas encore menacé, hein, on aura toujours besoin d'un développeur pour vérifier ce que fait l'IA. Mais voilà, sachez que ce n'est pas non plus le truc qui est, à l'heure actuelle, complètement indispensable. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!